Tout d'abord, bien sûr, des remerciements au professeur François-Xavier Millet pour sa généreuse invitation. Je ne remercie pas le Covid et la grippe qui, malheureusement, me tiennent éloigné de vos belles terres. Normalement, j'aurais dû être là avec vous, mais ce n'est pas le cas. Alors, je vais essayer d'ailleurs de faire un petit peu moins de 20 minutes parce que c'est toujours moins agréable de suivre quelqu'un qui est à distance. Je vais vous parler plus spécifiquement d'une législation américaine qui s'appelle le Cloud Act et qui concerne la collecte de preuves électroniques dans le cadre d'enquêtes pénales. Aujourd'hui, alors j'ai vu les derniers chiffres de la Commission européenne. Il faut savoir qu'à peu près une enquête pénale sur deux requiert dorénavant la saisie de preuves électroniques qui sont stockées sur des serveurs qui sont localisés dans un autre État. Alors, ces preuves peuvent être bien évidemment des données de contenu, des messages, des photos, des vidéos, mais aussi des métadonnées et donc y compris des données de connexion que nous avons eu l'occasion d'évoquer tout à l'heure. Alors, lorsque l'on cherche à obtenir des preuves à l'étranger, il faut normalement passer par les procédures qui sont dictées par les traités d'entraide judiciaire. Ce sont toutefois des procédures qui sont longues, ce sont toutefois des procédures qui manquent de souplesse, et on peut tout à fait comprendre pourquoi les autorités préfèrent parfois solliciter directement ces données qui sont localisées à l'étranger auprès des prestataires de services. Et comment dire, cette possibilité, ce raccourci, en quelque sorte, que l'on comprend bien confortable, est permis par le Cloud Act, par cette législation américaine que je vais essayer de vous présenter. J'évoquerai particulièrement le Cloud Act, mais j'évoquerai aussi en creux une législation européenne qui n'en est encore qu'à l'état de projet, ce qu'on appelle le projet e-évidence, le projet de règlement relatif à l'accès aux preuves électroniques en matière pénale. Euh, un premier texte était sorti en 2018, il est resté longtemps dans les limbes, et manifestement, il y a eu un accord entre le Conseil, le Parlement et la Commission fin novembre 2022. On n'a pas le texte qui manifestement va être présenté, mais en tout cas, voilà, ce projet devrait bientôt sortir, donc je m'en suis tenu au projet qui a été présenté en 2018. Alors, je vais essentiellement parler de trois choses. Qu'est-ce que prévoit ce Cloud Act? En quoi le Cloud Act peut entrer en conflit avec la réglementation européenne, notamment la protection des données, et en quoi ce Cloud Act, qui est une initiative unilatérale, un petit peu invasive, peut néanmoins permettre de façonner ce qu'on pourrait appeler un droit global de l'accès transfrontière aux preuves électroniques qui est aujourd'hui nécessaire. Alors tout d'abord, ce Cloud Act ne peut pas être compris véritablement sans revenir sur une affaire, l'affaire Microsoft contre États-Unis devant les juridictions américaines. En l'occurrence, Microsoft avait été sollicité par les autorités américaines pour donner plusieurs éléments, plusieurs informations qui étaient associées au compte email d'une personne suspectée de trafic de stupéfiants. Et lorsqu'on lui a demandé ces informations à Microsoft, Microsoft a exécuté le mandat pour ce qui concerne les informations qui étaient stockées sur des serveurs localisés sur le territoire américain, mais refusa de divulguer les données qui étaient stockées sur un data center en Irlande. Et Microsoft invita les autorités américaines à passer par les procédures d'entraide judiciaire traditionnelles qui nécessairement sont beaucoup plus lourdes. L'affaire est allée devant les juridictions fédérales et elle a atteint le stade de la Cour suprême. Pour éviter que la Cour suprême ne prenne une décision allant contre les intérêts des autorités de poursuite américaines, le Congrès américain a adopté en 2018 une législation qui s'appelle le Cloud Act et qui permet d'exiger de tous les prestataires de services qui sont sous ce qu'on appelle US jurisdiction, sous compétence américaine, on aura peut-être l'occasion de revenir dessus, de divulguer les données qui sont en leur possession, qui sont sous leur contrôle, que ces données, et c'est cette partie qui est particulièrement importante dans le Cloud Act, soient localisées sur ou en dehors du territoire américain. Et bien évidemment, c'est de là qu'est partie
tout ce discours sur la dimension extraterritoriale et l'hégémonie américaine dans le domaine numérique. Euh, on va voir qu'on va pouvoir nuancer d'une certaine façon ces critiques quant à l'extraterritorialité du Cloud Act. Et d'ailleurs, ce qui avait été envisagé dans le projet e-Evidence de 2018 reprenait plus ou moins le même schéma. C'était la possibilité de prononcer une injonction à l'égard des prestataires de services pour qu'ils délivrent des preuves électroniques en leur possession. D'ailleurs, quel que soit le lieu de localisation de ces preuves, en tout cas, il n'y avait pas un élément spécifique relatif à la localisation des preuves. Donc, la logique européenne, d'une certaine façon, était quand même plus ou moins la même. La question qui peut se poser, c'est est-ce que, et c'est un aspect particulièrement important lorsqu'on parle de preuves électroniques, c'est le lieu de stockage. Le lieu de stockage dans l'affaire Microsoft, c'était véritablement le nœud du problème. C'est stocké en Irlande, donc on ne peut pas les donner parce qu'il y a le règlement général de la protection des données. La question qui se pose, c'est de savoir est-ce que véritablement le lieu de stockage, c'est un critère particulièrement important. Alors, pour les juristes, c'est un critère un petit peu rassurant, le lieu de stockage, territorialité, compétences territoriales, souveraineté. C'est une sorte de chaîne un petit peu traditionnelle dans notre raisonnement juridique. Mais on se rend compte en pratique que le lieu de stockage des données, lorsque ces données sont sollicitées par les autorités, ce lieu de stockage, il n'est pas connu en réalité des autorités. Lorsque les autorités sollicitent des données, c'est en rapport avec une procédure pénale qui est engagée dans une juridiction donnée. Les données, elles sont localisées sur différents serveurs selon parfois des processus algorithmiques qui dépendent de toute une série de contraintes techniques et parfois même de contraintes économiques. Donc les données peuvent être localisées de manière très aléatoire. Parfois, nous avons par rapport à un compte mail des données de contenu, le texte de l'email qui est localisé sur un serveur, les métadonnées relatifs à ce compte email localisés sur un autre serveur dans un autre État, et les pièces jointes de cet email localisées sur le serveur dans un autre État. Donc on se rend compte que finalement, que la localisation des données en tant que telle, ce n'est pas un critère particulièrement pertinent. Et si je prends l'exemple de Google, Google a des data centers aux États-Unis, en Europe, en Asie, au Chili. Google n'a, à ma connaissance, j'ai vérifié ça tout à l'heure, pas de data center en Afrique. Ça voudrait dire que des utilisateurs en Afrique de Google ou dans des pays africains, Google, lorsque ces pays africains souhaiteraient accéder éventuellement aux données, quoi qu'il arrive, même s'il s'agit de situations strictement et purement internes, il faudrait passer par des procédures d'entraide judiciaire parce que les données ne sont pas localisées sur le territoire en question. Donc, on se rend compte que finalement, ce critère de la localisation, ça va générer une inégalité difficilement justifiable entre États. Ceux sur le territoire desquels sont localisés les serveurs des principaux prestataires de services auraient en pratique davantage la possibilité d'obtenir la communication des données, tandis que les autres devraient emprunter des procédures plus longues, plus fastidieuses, ces procédures par le biais de l'entraide judiciaire. Donc c'est pour ça que le débat, déjà, peut difficilement, je pense, s'articuler uniquement autour du critère de la localisation des données. Et en réalité, c'est ce que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure, la question de la connexion finalement en termes de compétences entre les personnes dont on cherche à obtenir des données de contenu ou des métadonnées et la procédure pénale, cette connexion, elle va se faire naturellement à partir des critères de compétences qui sont utilisés dans le cadre de la procédure pénale. Donc en France, on cherche à poursuivre pour une infraction qui s'est déroulée sur le territoire français, aux États-Unis pour une infraction qui s'est déroulée sur le territoire américain ou qui concerne un citoyen américain en tant qu'auteur ou que victime. Bien sûr, il y a d'autres éléments d'extraterritorialité dans le droit américain, mais principalement, si je prends l'exemple de l'affaire Microsoft, il s'agissait d'infractions qui s'étaient déroulées manifestement sur le territoire américain. Donc, on le comprend, ce critère de la localisation des données est à relativiser.
Il faut néanmoins préciser que dans le contexte du Cloud Act et aussi ce qui est prévu dans le contexte du du projet de règlement e-evidence, la logique, elle est complètement différente. On ne passe pas d'État à État, d'autorité étatique à autorité étatique pour solliciter ces preuves. Les données sont sollicitées directement auprès des prestataires. Et donc, il revient d'une certaine façon à ces prestataires d'être responsabilisés par rapport au respect de certaines garanties. Et c'est un point que j'aurai l'occasion d'évoquer. Mais en tout cas, voilà, on est quand même dans une logique ici où on responsabilise les prestataires de services. Les prestataires de services deviennent en quelque sorte ce qu'on appelle dans la théorie de la régulation des gatekeepers, hein, un petit peu les gardiens du temple, et ça leur donne bien évidemment des pouvoirs et des responsabilités supplémentaires. Un point important évoqué aussi très rapidement dans le cadre du Cloud Act. Dans le cadre du Cloud Act, il est prévu la possibilité, c'est un peu une carotte hein, qui avait été donnée par le législateur américain. Les États-Unis ont la possibilité de conclure des accords intergouvernementaux avec des autorités étrangères pour permettre à ces autorités étrangères de solliciter des informations directement auprès des prestataires de services américains. Ces accords sont possibles selon le Cloud Act à partir du moment où les juridictions, les États étrangers apportent des garanties suffisantes en matière de protection de la vie privée et en matière de protection des données. Alors, ce qui est intéressant de voir également, et là j'en passe d'une certaine façon au deuxième point, c'est-à-dire la question des conflits qui sont susceptibles d'exister entre le Cloud Act et le droit de l'Union européenne, c'est que le Cloud Act a d'une certaine façon anticipé ces problèmes relatifs aux conflits de système parce que il prévoit que les prestataires de services peuvent s'opposer aux demandes de divulgation de données qui sont formulées par les autorités américaines à partir du moment où cela impliquerait pour ces prestataires de violer un droit étranger. Alors, il y a plusieurs critères qui sont utilisés pour refuser la communication des données. Le fait que l'utilisateur concerné n'est pas une personne américaine ou ne réside pas aux États-Unis ou ne se rapporte pas à une situation américaine, mais aussi le fait que cette communication créerait un risque réel que le prestataire viole le droit étranger. Et là, il y a plusieurs critères qui sont déployés dans le Cloud Act, qui permettrait à la juridiction américaine qui aurait vocation à interpréter ou à évaluer d'une certaine façon le bien fondé du refus qui a été réalisé, qui a été formulé par le prestataire de service. Donc, tout un ensemble d'éléments qui permettent d'évaluer ce bien fondé, les intérêts des États-Unis, les intérêts de l'État étranger au non-dévoilement, la probabilité, l'ampleur et la nature des sanctions auxquelles s'exposent les prestataires ou leurs employés s'ils dévoilent ces données, la localisation et la nationalité de la personne dont les données sont sollicitées, l'ampleur et la nature des liens et de la présence du prestataire avec les États-Unis, etc., etc. Je n'ai pas le temps de revenir sur tous ces éléments-là. Donc, lorsqu'il y a un accord intergouvernemental, le prestataire peut refuser la communication des données. Lorsqu'il n'y en a pas, le Cloud Act fait référence au principe de l'International Committee, qui, d'une certaine façon, se fonde plus ou moins à peu près sur les mêmes critères. Alors, quel type, bien évidemment, de règles européennes est susceptible d'être violé? On pense tout naturellement ici au règlement général sur la protection des données, puisque ce RGPD avait déjà été soulevé d'ailleurs par Microsoft lorsque les États-Unis avaient formulé, les autorités américaines avaient émis ce mandat. Et le RGPD dresse une liste limitative des situations dans lesquelles des données à caractère personnel peuvent être transférées vers un pays tiers. Donc, typiquement, la situation, d'une certaine façon, qui est envisagée par le Cloud Act, bien évidemment, étant donné que ces données à caractère personnel intègrent aussi bien des données de contenu que des métadonnées qui se rapportent aussi à des personnes physiques. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les éléments qu'on retrouve dans le règlement général sur la protection des données. Les transferts des données vers les pays tiers sont possibles
dans un ensemble de cas qui sont visés au RGPD, dans les articles, entre les articles 45 et 49. La situation juridique actuelle ne permet pas aux prestataires de transférer de façon sûre et légale au regard du RGPD les données vers les autorités américaines dans le cadre du Cloud Act. Et donc, c'est pour ça que, de ce point de vue-là, ici, nous avons éventuellement un problème de conflit entre le RGPD et le Cloud Act. Ce problème de ce conflit, il est pas théorique, hein, il est immédiat et sérieux. Et bien évidemment, alors à ma connaissance, il n'y a pas de contentieux devant les juridictions américaines à cet égard, mais il devra être pris en compte par les autorités américaines par les juridictions américaines dans le cadre d'une comité analysis, si jamais il y avait un contentieux. Il est intéressant de voir que cette situation, cette éventualité de conflit entre les règles américaines et les règles européennes qui est envisagée par le Cloud Act, cette éventualité, elle existe aussi dans le cadre du projet de règlement e-evidence, où il y a une possibilité pour les prestataires de services qui sont sollicités d'initier une procédure d'objection motivée à partir du moment où il existerait un conflit avec la législation d'un État tiers. On se rend compte que finalement, à de maints égards, le projet e-evidence va se reprendre les mécaniques de base du cloud. Un autre élément qu'il faut évoquer ici, bien évidemment, cela ne joue, cette possibilité de soulever des conflits avec les règles et notamment les règles européennes, qu'à partir du moment où les prestataires de services s'emploient à contester la demande des autorités américaines. Et là, bien évidemment, nous sommes dans une zone grise. Nous sommes dans un espace où nous ne disposons pas d'informations. La chose que j'ai trouvée, une chose intéressante que j'ai pu trouver, manifestement, je pense que c'est quelque chose qui va commencer à se développer. Certains prestataires de services publient des statistiques, non pas des informations précises sur les données qui sont sollicitées par les différentes autorités des États dans le cadre d'enquêtes transfrontières, mais publient des statistiques. Alors notamment, Microsoft Microsoft qui était un peu à l'origine du Cloud Act, indirectement, a publié ce qu'il appelle des Law Enforcement Request Reports, donc des rapports sur ces requêtes à dimension internationale qui lui sont adressées. Et alors, ce qui est intéressant, on a des chiffres, c'est très fragmentaire, ça ne donne pas véritablement une idée fidèle de ce qui se passe dans la boîte noire de Microsoft, ce qui se passe dans les procédures de compliance internes à Microsoft, de savoir comment ça se passe. Manifestement, alors les États-Unis sont la juridiction qui sollicite le plus d'informations auprès de Microsoft. Ça représente à peu près 70% des requêtes que Microsoft reçoit. Sur les derniers chiffres du premier semestre 2022, manifestement, Microsoft n'a accepté que 20% des requêtes qui avaient été adressées par les autorités américaines, et dans 20% de ces requêtes, n'a accepté de fournir uniquement que des métadonnées et pas des données de contenu. Mais on n'a aucune autre information sur exactement ce qui avait été donné. Manifestement, 20% ça c'est les chiffres du premier semestre 2022, 20% des requêtes ont été acceptées et uniquement pour des données, des métadonnées et pas des données de contenu. Je vois qu'il ne reste pas beaucoup de temps. J'en viens véritablement très rapidement au dernier point. La question de savoir si ce Cloud Act peut d'une certaine façon servir de rampe de lancement à un droit global de l'accès aux preuves électroniques dans le cadre d'affaires pénales. Alors, déjà, il faudrait raisonner sous un angle un peu bilatéral. Est-ce qu'on arriverait à obtenir un accord entre l'Union européenne et les États-Unis? Cet accord entre l'Union européenne et les États-Unis, il ne peut être envisagé qu'à partir du moment où le projet e-evidence, qui est la plateforme équivalente du Cloud Act à l'échelle de l'Union européenne, à partir de ce moment où ce projet e-evidence sera mis en œuvre. Aujourd'hui, les États-Unis ont conclu un accord qui est entré en vigueur assez récemment, puisqu'il est entré en vigueur le 3 octobre 2022 avec le
le Royaume-Uni. Un accord d'ailleurs qui a suscité quelques petites inquiétudes de la Commission européenne parce que dans la mesure où il y a système dans le cadre du Brexit qui permet une équivalence entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, la Commission craignait que les données relevant du RGPD qui seraient transmises au Royaume-Uni ou qui dépendraient de la juridiction du Royaume-Uni puissent être éventuellement après recapturées par les États-Unis dans le cadre du Cloud Act. Donc, la Commission a exprimé quelques inquiétudes de ce point de vue-là, mais attend de voir d'une certaine façon comment ça se passe en pratique pour réévaluer la situation. Donc, un accord devrait être conclu une fois que le projet e-evidence serait adopté. Il y a un mandat et des négociations qui ont commencé en 2019, mais manifestement, ça n'a pas pu aller très loin du fait justement de l'absence de ce règlement, de ce paquet e-evidence qui aurait pu le permettre. En tout cas, une chose est sûre, ce qu'il est intéressant de constater, c'est que une initiative strictement unilatérale, sans doute invasive, sans doute extraterritoriale, sans doute à certains égards abusive, a été nécessaire d'une certaine façon pour que de l'autre côté de l'Atlantique, on réfléchisse aussi à un schéma qui permettent d'aller dans ce sens-là, parce que, alors moi, je ne travaille pas spécifiquement dans le cadre des enquêtes pénales, mais d'après ce que j'ai pu comprendre à travers mes lectures, la nécessité de réactivité, la nécessité d'obtenir des informations relativement rapidement, sans l'odeur administrative particulière, est particulièrement important. Donc, on peut dire d'une certaine façon que ce Cloud Act a posé les premières pierres d'un projet plus général, à mon sens, qui certainement a vocation à s'épanouir dans les prochaines années, de cadre global d'accès aux preuves dans le cadre d'affaires pénales, aux preuves électroniques dans le cadre d'affaires pénales. Voilà, je vous remercie et je me rends compte que j'ai dépassé de 30 secondes, je suis désolé.